Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, et à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, bienvenue dans cet espace de lumière, de savoir et de fraternité. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur chacun d'entre vous. Chers frères et sœurs, où que vous soyez dans le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un sujet d'une gravité extrême, un sujet qui occupe l'esprit de millions de musulmans depuis plusieurs mois, les conséquences de l'attaque israélienne contre l'Iran. Ce conflit, loin d'être un simple épisode militaire parmi tant d'autres dans une région déjà marquée par des décennies d'instabilité, s'inscrit selon plusieurs commentateurs musulmans dans une trajectoire historique bien plus vaste, dont les racines plongent profondément dans les textes fondateurs de notre tradition. Pour comprendre la portée réelle de ce qui se déroule sous nos yeux depuis le déclenchement de ces hostilités, il ne suffit pas de lire les dépêches d'agences de presse occidentales, ni d'écouter les analystes militaires qui défilent sur les plateaux de télévision pour commenter, souvent superficiellement, des cartes et des trajectoires de missiles. Il faut, comme le cheikh Imran Hossein l'a enseigné pendant des décennies à travers le monde, replacer chaque événement contemporain dans le cadre plus large de ce qu'il appelle les deux voies parallèles de l'histoire, une lecture qui articule le texte coranique, la tradition prophétique authentique, et l'observation rigoureuse des mouvements géopolitiques réels qui façonnent notre monde. C'est cette grille de lecture que nous allons tenter d'appliquer aujourd'hui à l'analyse de ce conflit majeur. Avant d'aller plus loin dans cette analyse, permettez-moi de vous demander une faveur simple mais essentielle. Si ce contenu vous semble pertinent, si vous sentez qu'il vous apporte un éclairage différent de celui que vous trouvez habituellement dans les grands médias, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification, afin de ne manquer aucune des prochaines vidéos consacrées à ces événements majeurs qui façonnent notre époque. Je vous invite également, et c'est peut-être encore plus important, à partager cette vidéo autour de vous, avec votre famille, vos amis, sur les réseaux sociaux, dans les groupes de discussion auxquels vous participez, dans vos cercles communautaires. Ce contenu n'a de valeur que s'il circule et permet à un maximum de personnes d'accéder à cette grille de lecture. Un simple partage peut ouvrir les yeux d'une personne qui, autrement, ne serait jamais exposée à cette perspective. Chaque abonnement, chaque partage, chaque commentaire contribue directement à faire vivre ce travail de transmission et d'analyse. Que Allah vous récompense pour votre soutien, et reprenons à présent le fil de notre réflexion. Le conflit qui oppose aujourd'hui Israël et l'Iran ne date pas d'hier, et il serait une grave erreur d'analyse que de le considérer comme un événement isolé, surgi de nulle part. Il trouve ses racines dans une escalade progressive et méthodique, amorcée dès le printemps 2024, avec une première série de frappes ciblées et de représailles calculées, suivie d'une intensification notable durant l'été et l'automne de la même année, puis d'une guerre ouverte à partir du mois de juin 2025, avant d'atteindre son paroxysme avec le déclenchement d'un conflit généralisé fin février 2026. Ce que beaucoup d'observateurs occidentaux présentent, avec une neutralité de façade, comme une succession de ripostes proportionnées ou de frappes préventives nécessaires, s'inscrit en réalité, selon la lecture proposée par le cheikh Imran Hossein dans ses conférences successives sur le sujet, dans une stratégie de bien plus long terme. Cette stratégie viserait, selon cette analyse, à établir une domination durable sur l'ensemble de la région comprise entre le fleuve Nil et le fleuve Euphrate, une expression que le cheikh associe explicitement à des références bibliques anciennes évoquant des frontières promises, et qu'il relie à son concept plus large de « Pax Judaica », succédant historiquement à la Pax Britannica puis à la Pax Americana. Cette lecture, qu'elle soit pleinement acceptée, partiellement nuancée ou totalement contestée par tel ou tel auditeur, a le mérite indéniable de proposer un cadre explicatif qui dépasse le simple commentaire événementiel au jour le jour, et qui invite à une réflexion de plus long terme sur les dynamiques structurelles à l'œuvre. Il convient à présent d'examiner méthodiquement les faits tels qu'ils se sont déroulés, avant d'en tirer les enseignements plus larges. L'opération lancée par Israël, avec l'appui direct et assumé des forces américaines, a visé dans un premier temps des installations nucléaires iraniennes stratégiques, notamment celles situées à Fordo, Natanz et Ispahan, des infrastructures énergétiques vitales pour l'économie du pays, ainsi que des figures clés du commandement militaire et politique iranien.
Cette campagne de frappe, désignée du côté israélien sous le nom d'opération « Lion rugissant » et du côté américain sous celui d'opération « Fureur épique », a marqué une rupture qualitative par rapport aux confrontations précédentes, en ce qu'elle a impliqué pour la première fois une coordination directe et assumée entre les forces israéliennes et américaines sur le théâtre iranien lui-même. La riposte iranienne n'a pas tardé à se manifester, prenant la forme d'une vague de représailles massives, désignée « promesse honnête », s'étendant à travers l'ensemble du Moyen-Orient, mais également au-delà, jusqu'à l'île de Chypre et la région du Caucase, illustrant ainsi la dimension véritablement transrégionale de cette confrontation. Le Liban s'est retrouvé, une fois de plus, entraîné malgré lui dans ce conflit, avec l'ouverture d'un nouveau front entre le Hezbollah et l'armée israélienne, provoquant à ce jour au moins 72 morts et le déplacement de plus de 80 000 civils libanais, contraints d'abandonner leur foyer dans l'urgence. Un épisode particulièrement significatif de ce conflit mérite d'être souligné. Le naufrage, début mars 2026, de la frégate iranienne Dena, coulée par une attaque sous-marine américaine au large du Sri Lanka, avec un bilan provisoire de plus de 100 disparus parmi les 180 membres d'équipage présents à bord. Cet incident, le premier du genre impliquant directement un sous-marin américain contre un navire de guerre iranien, illustre l'ampleur véritablement mondiale qu'a pris ce conflit, bien au-delà des frontières traditionnelles du Moyen-Orient. Dans cette perspective géographique élargie, le détroit d'Ormuz occupe une place absolument centrale dans l'analyse. Le cheikh Imran Hossein a longuement développé, dans plusieurs de ses interventions publiques, l'idée selon laquelle une partie de la stratégie régionale à l'œuvre consisterait précisément à pousser l'Iran, par la provocation répétée et l'escalade calculée, à frapper les infrastructures pétrolières du Golfe, affaiblissant ainsi durablement la puissance économique des monarchies arabes voisines et les rendant de facto plus vulnérables à une influence extérieure croissante, notamment israélienne et occidentale. Cette hypothèse mérite d'être posée sur la table de la réflexion, non comme une vérité absolue et incontestable, mais comme une clé de lecture précieuse qui permet d'éclairer certains choix stratégiques qui, autrement, dans une logique purement militaire à court terme, semblent difficiles à justifier rationnellement. Sur le plan strictement humain, le bilan de cette guerre est déjà considérable et continue de s'alourdir chaque semaine. Des installations civiles ont été directement touchées par les frappes, des populations entières ont été déplacées dans l'urgence, souvent sans préparation ni infrastructure d'accueil suffisante, et l'incertitude quant à l'ampleur réelle des pertes humaines demeure entière, les chiffres officiels étant systématiquement contestés par l'ensemble des parties prenantes au conflit. Ce que ces chiffres officiels ne disent jamais, c'est la manière concrète dont ces événements sont vécus au quotidien par les populations locales, prises entre les feux croisés de puissances qui les dépassent largement et dont elles ne maîtrisent aucun des paramètres décisionnels. C'est précisément ce que le cheikh Imran Hossein n'a cessé de rappeler tout au long de son enseignement, au-delà des calculs géopolitiques froids et des jeux d'échecs stratégiques menés par des dirigeants éloignés du terrain, il y a des vies humaines, des familles entières décimées ou déracinées, des enfants traumatisés à vie, dont le sort est trop souvent réduit, dans les grands médias internationaux, à de simples statistiques défilant en bas d'écran entre deux autres actualités. Un autre aspect fondamental de cette analyse concerne la résilience iranienne face à cette offensive d'une ampleur inédite. Contrairement aux prévisions initiales formulées par plusieurs analystes militaires occidentaux, qui annonçaient avec une assurance déconcertante un effondrement rapide du dispositif de défense iranien, voire une chute imminente du régime en place, la République islamique a démontré une capacité de résistance et de riposte largement sous-estimée par ses adversaires. Plusieurs mois après le déclenchement du conflit, force est de constater, y compris pour les observateurs les plus critiques envers Téhéran, que les objectifs affichés par Israël et les États-Unis, à savoir la destruction complète des capacités balistiques iraniennes, l'arrêt total et définitif du programme nucléaire, et un changement de régime à Téhéran, n'ont pas été pleinement atteints, loin s'en faut. Téhéran a conservé une part significative de son uranium enrichi, malgré les déclarations triomphantes et répétées du président américain sur ce point précis. Sa capacité de projection balistique, bien qu'affaiblie par les campagnes de frappe successives, demeure largement opérationnelle et continue de représenter une menace crédible pour l'ensemble de la région. Ses avoirs financiers à l'étranger, notamment dans les pays du Golfe,
ont été partiellement débloqués dans le cadre de négociations diplomatiques dont les contours exacts demeurent flous, et le sort définitif du détroit d'Ormuz, point névralgique du commerce énergétique mondial, n'est toujours pas scellé de manière certaine à ce jour. Cette résistance inattendue s'inscrit, selon la grille de lecture développée patiemment par le cheikh Imran Hossein au fil de ses conférences, dans un schéma bien plus vaste qu'il qualifie de confrontation permanente entre deux voies parallèles de l'histoire. D'un côté, une puissance qui cherche méthodiquement à imposer sa domination par la force militaire, la manipulation médiatique et l'orchestration des événements mondiaux à son avantage. De l'autre, une résistance qui, quelle que soit sa nature politique, confessionnelle ou idéologique propre, s'oppose structurellement à ce projet hégémonique global. Il ne s'agit nullement ici de faire l'apologie d'un régime politique en particulier, avec toutes les critiques légitimes que l'on peut par ailleurs formuler à son égard, mais bien de comprendre la dynamique structurelle profonde qui sous-tend ces affrontements successifs depuis désormais plusieurs décennies. Il faut également mentionner, avec toute la clarté requise, l'implication directe et assumée des États-Unis dans ce conflit, à travers des frappes conjointes avec l'aviation israélienne et un soutien logistique, financier et militaire véritablement massif tout au long des opérations. Cette alliance stratégique historique entre Washington et Tel Aviv n'est évidemment pas nouvelle en soi, mais elle prend, dans le contexte actuel de ce conflit ouvert et généralisé, une dimension particulièrement significative et lourde de conséquences pour l'équilibre régional tout entier. Le président américain a justifié publiquement cette intervention massive par la nécessité, selon ses propres termes, de neutraliser définitivement les capacités nucléaires et balistiques iraniennes, tout en évoquant, de manière à peine voilée dans ses déclarations successives, l'objectif à peine dissimulé d'un changement de régime pur et simple à Téhéran, avec un calendrier initial annoncé de 4 semaines maximum pour atteindre l'ensemble de ces objectifs. Cette rhétorique offensive, qui rappelle étrangement, pour quiconque possède un minimum de mémoire historique, les discours tenus par l'administration américaine avant l'invasion de l'Irak en 2003, doit nous inciter collectivement à la plus grande vigilance intellectuelle quant aux véritables intentions stratégiques dissimulées derrière ces opérations militaires présentées au public comme purement défensives ou préventives. Avant de poursuivre notre analyse sur les répercussions régionales et internationales de ce conflit d'une ampleur inédite, permettez-moi à nouveau, chers frères et sœurs, de vous rappeler l'importance cruciale de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, et de partager très largement cette vidéo autour de vous. Chaque partage compte réellement, chaque nouvel abonné nous aide concrètement à faire connaître cette analyse à un public toujours plus large, un public qui n'a peut-être jamais eu accès jusqu'ici à cette perspective particulière sur les événements du monde. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire détaillé pour nous faire part de votre propre lecture des événements, de vos questions, ou des sujets connexes que vous souhaiteriez voir abordés dans une prochaine vidéo consacrée à cette thématique essentielle. Votre soutien, aussi simple et rapide soit-il à apporter, contribue directement et concrètement à la diffusion durable de ce travail d'analyse et de transmission. Que Allah vous en récompense, et poursuivons à présent notre développement. Les répercussions de ce conflit dépassent très largement le cadre strictement militaire dans lequel les médias occidentaux tendent trop souvent à l'enfermer. Sur le plan économique mondial, la perturbation, même partielle et temporaire, du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz a eu des conséquences immédiates et mesurables sur les cours mondiaux du pétrole, ainsi que sur l'ensemble des chaînes d'approvisionnement énergétique internationales, touchant directement le pouvoir d'achat de millions de foyers à travers le monde, bien au-delà des frontières du Moyen-Orient. Cette route maritime stratégique, par laquelle transite historiquement une part considérable et incompressible du pétrole mondial destiné à l'exportation, constitue un point de vulnérabilité géostratégique absolument majeur, et sa simple menace de fermeture, même sans blocage total et définitif, a suffi à provoquer une onde de choc mesurable sur l'ensemble des marchés financiers internationaux. Cela confirme, une fois de plus et avec une clarté particulière, l'analyse selon laquelle l'Iran dispose, malgré l'ampleur des frappes subies, de leviers de pression économique et stratégique absolument considérables, bien au-delà de sa seule capacité militaire directe et immédiatement visible sur le terrain des opérations. Sur le plan diplomatique international, on observe une réaction résolument prudente, presque hésitante, de la part des principales puissances européennes concernées par ce dossier. Le Royaume-Uni,
la France et l'Allemagne, réunis au sein du format diplomatique dit E3, ont certes annoncé leur disposition de principe à soutenir des mesures qualifiées de « défensives proportionnées » contre les drones et les missiles balistiques susceptibles de menacer l'espace aérien régional, sans toutefois s'engager directement et militairement dans ce conflit d'une complexité redoutable. Cette posture d'attentisme prudent traduit, selon l'analyse convergente de plusieurs observateurs spécialisés, une difficulté croissante et structurelle des puissances occidentales traditionnelles à définir une ligne politique claire et cohérente face à un conflit dont l'issue finale demeure, à ce jour, hautement incertaine, et dont les ramifications économiques, sécuritaires et humanitaires pourraient s'étendre bien au-delà du seul théâtre du Moyen-Orient dans les mois et années à venir. Le rôle de médiation joué par certains pays du Golfe, notamment le sultanat d'Oman, mérite également d'être souligné dans cette analyse. Les efforts diplomatiques discrets mais constants de ce pays, historiquement reconnu pour sa capacité à maintenir des canaux de communication ouverts avec l'ensemble des parties prenantes, illustrent la complexité extrême des équilibres régionaux à préserver, entre la nécessité de contenir l'escalade militaire d'une part, et celle de préserver des intérêts économiques et sécuritaires souvent contradictoires entre les différents acteurs régionaux et internationaux impliqués directement ou indirectement dans ce dossier. Il est également absolument essentiel d'évoquer, avec toute la rigueur intellectuelle requise, la dimension religieuse et spirituelle profonde de cette confrontation, telle qu'elle est perçue par une partie significative et croissante de la communauté musulmane à travers le monde. Le cheikh Imran Hossein a toujours insisté, tout au long de son enseignement, sur le fait que la véritable érudition islamique authentique ne se limite jamais à la simple accumulation de diplômes ou de titres académiques prestigieux, mais qu'elle exige impérativement la capacité de lire attentivement le mouvement de l'histoire humaine à la lumière directe du Coran et de la sunna authentique du prophète, paix et bénédiction sur lui. Dans cette perspective particulière, les événements géopolitiques actuels ne peuvent aucunement être dissociés d'une compréhension plus large et plus profonde des signes annonciateurs évoqués dans la tradition islamique authentique, notamment autour des figures eschatologiques de Gog et Magog, mentionnées explicitement dans le Coran, et de ce que le cheikh appelle le faux Messie, cherchant activement à usurper la place du véritable Messie attendu par l'ensemble des traditions monothéistes. Cette lecture particulière, développée notamment dans sa conférence marquante sur les deux voies parallèles de l'histoire, initialement délivrée à Durban en Afrique du Sud puis reprise et actualisée dans de nombreuses interventions ultérieures, s'appuie notamment sur son interprétation personnelle de la sourate Al-Mursala, dans laquelle il décrit une ombre historique composée de 3 phases successives. La Pax Britannica, la Pax Americana, puis une Pax Judaica anticipée comme phase ultime de ce processus historique. Cette lecture particulière, bien qu'elle relève d'une interprétation spécifique et personnelle, et qu'elle ne fasse assurément pas l'unanimité au sein même de la communauté musulmane mondiale, offre néanmoins, pour ceux qui souhaitent s'y intéresser, un cadre de compréhension structuré qui permet de dépasser la simple indignation émotionnelle face aux images quotidiennes de destruction, pour s'interroger plus profondément sur le sens historique et spirituel de ces bouleversements majeurs. Elle invite les croyants attentifs à ne pas se contenter d'une lecture superficielle et purement événementielle de l'actualité, mais à chercher activement, à travers l'étude approfondie et la réflexion personnelle, les liens subtils qui unissent le présent immédiat à l'annonce prophétique transmise il y a plus de 14 siècles. Il convient toutefois de rappeler, avec toute l'honnêteté intellectuelle qui s'impose dans un tel exercice d'analyse, que cette grille de lecture eschatologique particulière fait l'objet de débats importants et légitimes parmi les savants musulmans contemporains eux-mêmes. Certains adhèrent pleinement à cette interprétation spécifique, d'autres la nuancent considérablement en y apportant des correctifs méthodologiques, et d'autres encore la rejettent en tout ou en partie, privilégiant une lecture plus classique et plus traditionnelle des signes annonciateurs de la fin des temps tels que transmise par la majorité des écoles jurisprudentielles historiques. Cette diversité d'opinions savantes fait partie intégrante de la richesse intellectuelle propre à la tradition islamique, et il serait malhonnête intellectuellement de présenter une seule interprétation particulière, aussi cohérente et documentée soit-elle, comme l'unique vérité incontestable en la matière. Revenons à présent aux conséquences plus immédiates, concrètes et tangibles de ce conflit pour les populations directement affectées de la région. Le Liban,
déjà profondément fragilisé par plusieurs années successives de crise économique aiguë et d'instabilité politique chronique, se retrouve une fois de plus, malgré lui, au cœur des affrontements militaires, avec un bilan humain et matériel qui ne cesse malheureusement de s'alourdir semaine après semaine. Les déplacements massifs de population, les destructions répétées d'infrastructures civiles essentielles, et l'incertitude persistante quant à l'avenir politique et institutionnel du pays constituent autant de défis structurels majeurs pour des autorités libanaises déjà largement dépassées par l'ampleur cumulée de la crise qu'elles doivent gérer simultanément sur plusieurs fronts. En Iran même, les conséquences directes de cette guerre se font sentir à absolument tous les niveaux de la société iranienne. La transition brutale à la tête du commandement politique et militaire du pays, provoquée notamment par la disparition de figures historiques clés du régime en place, a créé une période d'instabilité interne prolongée dont les effets réels sur la gouvernance quotidienne et la cohésion sociale du pays restent encore aujourd'hui difficiles à évaluer précisément par les observateurs extérieurs. Les populations civiles iraniennes font face, au quotidien, à des coupures répétées d'accès à Internet, à des restrictions croissantes et parfois arbitraires sur la vie quotidienne la plus ordinaire, et à une dégradation générale et documentée des conditions humanitaires sur l'ensemble du territoire national, dans un climat général de répression accrue de la part des autorités en place, cherchant par tous les moyens à maintenir un contrôle effectif dans un contexte de vulnérabilité politique et sécuritaire véritablement inédite dans l'histoire récente du pays. Ces répercussions considérables dépassent également, et de très loin, les seules frontières traditionnelles du Moyen-Orient au sens strict du terme. Le conflit a eu des échos directs jusque dans l'océan Indien, avec plusieurs incidents documentés impliquant des navires militaires et commerciaux de diverses nationalités, illustrant avec force la dimension véritablement globale et transrégionale de cette confrontation contemporaine. La communauté internationale dans son ensemble, prise entre la nécessité pragmatique de préserver ses intérêts économiques et énergétiques vitaux d'une part, et la volonté affichée mais souvent peu suivie d'effets concrets de contenir l'escalade militaire d'autre part, se trouve collectivement dans une position particulièrement délicate, oscillant en permanence entre déclarations diplomatiques de principe et absence quasi totale d'actions concrètes et coordonnées sur le terrain. Il convient également d'examiner attentivement les réactions du monde musulman dans son ensemble face à ce conflit d'une ampleur exceptionnelle. On observe, à ce stade du conflit, une fragmentation notable et préoccupante des positions officielles adoptées par les différents gouvernements des pays à majorité musulmane, reflétant des intérêts nationaux souvent divergents, voire directement contradictoires les uns avec les autres. Certains pays de la région du Golfe, historiquement méfiants envers Téhéran pour des raisons à la fois confessionnelles et géopolitiques anciennes, adoptent une posture de neutralité prudente, voire de soutien discret aux opérations menées contre l'Iran, tandis que d'autres nations musulmanes expriment ouvertement leur solidarité de principe avec Téhéran au nom d'une opposition commune et historique à l'ingérence occidentale répétée dans les affaires intérieures de la région. Cette fragmentation politique évidente contraste fortement, il faut le souligner avec force, avec l'unité et l'émotion collective que l'on observe généralement au sein des opinions publiques musulmanes à travers le monde, largement mobilisées et sensibilisées par les images quotidiennes de destruction et de souffrance humaine diffusées en continu sur les réseaux sociaux et les chaînes d'information internationales. Cet écart persistant et parfois béant entre les positions officielles gouvernementales, souvent dictées par des considérations stratégiques de court terme, et les aspirations populaires plus larges de solidarité islamique transnationale, constitue en soi un sujet d'analyse politique majeur, qui dépasse largement le cadre strict de cette vidéo mais que nous ne manquerons pas d'approfondir séparément dans une prochaine analyse dédiée à cette question spécifique. Le cheikh Imran Hossein a longuement évoqué, dans plusieurs de ses conférences antérieures consacrées à d'autres crises régionales comparables, cette difficulté structurelle et récurrente des nations musulmanes contemporaines à s'unir efficacement face à des défis géopolitiques communs, en raison précisément de la fragmentation historique du monde musulman en de multiples États-nations aux intérêts souvent concurrents, héritage direct selon lui des découpages territoriaux imposés par les puissances coloniales occidentales au cours du XXe siècle. Cette analyse historique et structurelle mérite d'être gardée à l'esprit pour comprendre pleinement les limites objectives des réactions collectives actuelles face à ce nouveau conflit majeur. Pour mieux appréhender la portée réelle de ce conflit contemporain, il est utile, voire indispensable,
de le replacer dans une perspective historique plus large. L'invasion de l'Irak en 2003, menée sous des prétextes qui se sont révélés par la suite largement fallacieux concernant l'existence supposée d'armes de destruction massive, constitue à cet égard un précédent particulièrement instructif et éclairant. Cette intervention militaire, présentée à l'époque comme nécessaire et limitée dans le temps, avait débouché sur des années de chaos prolongé, de déstabilisation régionale profonde, et sur l'émergence ultérieure de groupes extrémistes qui allaient durablement marquer et traumatiser toute la région pour la décennie suivante. Le parallèle avec la situation actuelle, sans être parfaitement identique dans ses modalités précises, mérite d'être sérieusement considéré par tout observateur attentif et honnête intellectuellement. Les mêmes schémas rhétoriques se répètent. Justification initiale centrée sur une menace sécuritaire présentée comme imminente et existentielle, promesse d'une intervention militaire rapide et limitée dans le temps, puis enlisement progressif dans un conflit dont la durée et l'ampleur réelle dépassent largement les prévisions initiales optimistes formulées par les décideurs politiques et militaires. Cette répétition historique troublante des mêmes erreurs stratégiques fondamentales devrait, en toute logique, inciter à une prudence accrue de la part de l'ensemble des observateurs, quelle que soit par ailleurs leur sympathie politique respective dans ce dossier complexe. Le cheikh Imran Hossein rappelle régulièrement, dans ses différentes interventions publiques sur des sujets connexes, que l'histoire humaine récente est jalonnée de ces cycles répétés d'interventions militaires occidentales au Moyen-Orient, suivis invariablement de périodes prolongées d'instabilité chronique, dont les populations civiles locales paient systématiquement le prix le plus lourd et le plus durable, bien après que l'attention médiatique internationale se soit détournée vers d'autres sujets d'actualité plus récents. Cette dynamique cyclique récurrente, selon son analyse développée au fil des années, ne relèverait pas du simple hasard historique répété, mais s'inscrirait au contraire dans une logique stratégique de plus long terme, visant à maintenir la région dans un état de fragmentation et de dépendance structurelle durable vis-à-vis des puissances extérieures dominantes. Il convient enfin d'élargir notre champ d'analyse aux acteurs géopolitiques internationaux dont l'influence, bien que moins visible directement sur le terrain des opérations militaires, demeure absolument déterminante dans l'évolution future de ce conflit. La Russie et la Chine, toutes deux entretenant des relations économiques et stratégiques anciennes et substantielles avec Téhéran, observent attentivement le déroulement de ce conflit, conscientes que son issue finale aura nécessairement des répercussions durables sur l'équilibre géopolitique mondial dans son ensemble, bien au-delà du seul cadre régional du Moyen-Orient. Ces deux puissances, sans s'impliquer directement et militairement dans le conflit à ce stade, apportent un soutien diplomatique et parfois logistique discret à l'Iran, tout en évitant soigneusement toute confrontation directe avec les forces américaines et israéliennes déployées sur zone. Cette prudence calculée traduit la volonté manifeste de ces deux grandes puissances d'éviter une escalade incontrôlée qui pourrait dégénérer en confrontation directe entre grandes puissances mondiales, tout en cherchant simultanément à préserver et renforcer leur influence stratégique de long terme dans une région du monde d'une importance économique et énergétique absolument capitale pour l'équilibre géopolitique global des prochaines décennies. Cette dimension internationale élargie du conflit confirme, une fois de plus, l'analyse structurelle proposée par le cheikh Imran Hossein selon laquelle les événements du Moyen-Orient contemporain ne peuvent jamais être compris isolément, en dehors du contexte géopolitique mondial plus large dans lequel ils s'inscrivent nécessairement. Le Moyen-Orient, selon cette lecture, ne serait pas simplement le théâtre d'un conflit régional parmi d'autres, mais bien l'un des principaux points de bascule stratégique déterminant l'ordre mondial futur, dans un contexte de transition historique majeure entre différentes phases de domination géopolitique successives à l'échelle planétaire. Face à ce tableau d'ensemble particulièrement complexe et préoccupant, quelle attitude concrète adopter en tant que musulmans observant ces événements majeurs depuis nos foyers respectifs, souvent situés à des milliers de kilomètres du théâtre réel des opérations militaires? Le cheikh Imran Hossein a toujours insisté, tout au long de son parcours d'enseignement, sur l'importance capitale de la connaissance approfondie et de la vigilance intellectuelle constante face à l'actualité géopolitique mondiale. Il ne s'agit assurément pas de subir passivement le flot continu d'informations souvent contradictoires que nous recevons quotidiennement à travers les multiples canaux médiatiques contemporains, mais bien de développer activement un esprit critique solide, nourri par une compréhension rigoureuse des textes islamiques authentiques et de l'histoire humaine dans sa globalité.
Cela implique, en tout premier lieu, de se méfier systématiquement des narratifs simplistes et binaires qui réduisent des conflits d'une extrême complexité structurelle à de simples oppositions manichéennes entre le bien et le mal, sans jamais tenir compte sérieusement des multiples intérêts géopolitiques, économiques, stratégiques et religieux qui sous-tendent réellement ces affrontements prolongés. Cela implique également, avec la même importance, de ne jamais perdre de vue la dimension pleinement humaine de ces tragédies répétées. Derrière chaque frappe militaire, chaque riposte armée, chaque déclaration officielle soigneusement calibrée pour l'opinion publique internationale, se trouvent inévitablement des familles entières endeuillées, des enfants durablement traumatisés. Des vies humaines bouleversées à jamais dans leur intégrité physique et psychologique la plus profonde. En tant que communauté mondiale de croyants unis par une même foi, il nous revient collectivement également de multiplier sincèrement les invocations pour la paix durable, pour la protection effective des innocents pris malgré eux dans ces conflits qui les dépassent largement, et pour que la sagesse authentique prévale enfin sur les intérêts particuliers et souvent égoïstes qui alimentent trop régulièrement ces confrontations meurtrières à travers l'histoire humaine. La prière sincère ne remplace évidemment jamais l'action concrète ni la réflexion intellectuelle approfondie, mais elle constitue néanmoins un pilier absolument essentiel de notre réponse spirituelle collective face à des événements d'une ampleur qui nous dépasse très largement sur le plan strictement individuel. En définitive, chers frères et sœurs, les conséquences de l'attaque israélienne contre l'Iran s'étendent bien au-delà du seul champ de bataille immédiat que nous suivons quotidiennement à travers les images diffusées en continu. Elles touchent profondément et durablement à l'équilibre économique mondial dans son ensemble, à la stabilité politique de toute une région historiquement fragile, et, pour ceux d'entre vous qui adoptent une lecture inspirée des travaux et de l'enseignement du cheikh Imran Hossein développé patiemment au fil de plusieurs décennies, à une trajectoire historique et spirituelle bien plus vaste encore, dont les racines profondes plongent directement dans les textes fondateurs de notre tradition islamique authentique. Que l'on adhère pleinement, partiellement, ou pas du tout à cette grille de lecture eschatologique particulière et personnelle, une chose demeure absolument certaine pour tout observateur honnête. Ces événements d'une gravité exceptionnelle exigent de notre part collective une vigilance intellectuelle considérablement accrue, une soif de connaissance véritablement approfondie et sans cesse renouvelée, ainsi qu'une capacité affirmée à dépasser résolument les récits médiatiques superficiels et souvent orientés pour chercher activement une compréhension à la fois plus large, plus nuancée et plus honnête des forces profondes qui façonnent silencieusement notre monde contemporain. Je vous remercie très sincèrement d'avoir suivi cette analyse approfondie jusqu'à son terme. N'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne, de partager très largement cette vidéo autour de vous, et de laisser vos réflexions personnelles en commentaire ci-dessous, afin que nous puissions collectivement enrichir cette discussion essentielle. Que Dieu, dans sa sagesse infinie, nous accorde la clairvoyance nécessaire pour comprendre véritablement les signes de notre temps, et qu'il protège, dans sa miséricorde, l'ensemble des innocents pris aujourd'hui dans la tourmente de ces conflits qui les dépassent largement. Que Allah vous bénisse, chers frères et sœurs, et à très bientôt pour une prochaine analyse approfondie de l'actualité de notre monde.